Et une actualité parlementaire au Sénat, très dense ce matin, bien sûr. Saveria. Bonjour à tous. Nouvelle révélation explosive dans l'affaire Benalla. Après les auditions hier au Sénat, Alexandre Benalla aurait utilisé ses passeports diplomatiques une vingtaine de fois jusqu'en décembre dernier. Il aurait par ailleurs utilisé un faux document pour se procurer un nouveau passeport auprès du ministère de l'Intérieur. Dans ce contexte particulier entre le Sénat et l'exécutif, Gérard Larcher va s'exprimer longuement ce matin, le président du Sénat qui compte bien défendre l'institution, alors que dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a évoqué une transformation du Sénat. On en parle dans cette édition. Et puis les premiers pas de Benjamin Smith en public, le tout nouveau patron d'Air France KLM auditionné hier au Sénat. Le Canadien a notamment déploré l'impact économique de la crise des Gilets jaunes, un impact qui se chiffre à plusieurs millions d'euros. Nouvelles auditions et nouvelles révélations dans l'affaire Benalla. Jean-Yves Le Drian, Christophe Castaner et Patrick Stroda étaient entendus hier par la commission d'enquête. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron a révélé qu'Alexandre Benalla aurait utilisé ses passeports diplomatiques une vingtaine de fois jusqu'en décembre dernier. Il aurait surtout fabriqué un faux document pour se procurer un nouveau passeport auprès du ministère de l'Intérieur. Les explications d'Aurélien Romano. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, a fait des révélations sur l'utilisation des passeports diplomatiques par Alexandre Benalla. Nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre. Et la première utilisation est du 1er août au 7 août. Une révélation qui contredit les propos d'Alexandre Benalla devant la commission sénatoriale le 19 septembre. Il avait alors assuré avoir laissé les passeports diplomatiques dans son bureau de l'Élysée. Patrick Stroda a également répondu sur les 2 passeports de service révélés par le Canard enchaîné mercredi. Là encore, une révélation dessine une personnalité peu scrupuleuse dans l'obtention du second passeport de service en juin 2018. Pour obtenir ce deuxième passeport, M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée en tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. Donc, soupçonnant une falsification faite par M. Benalla, nous avons signalé ce fait au procureur de la République par un article 40. Ah oui, à quelle date? Ce matin. Patrick Stroda a enfin reconnu devant les sénateurs des dysfonctionnements et des manques de réactivité concernant le téléphone sécurisé dont Alexandre Benalla est resté en possession après son licenciement par l'Élysée. Voilà, et des suites bien sûr de tout cela tout le long de la matinée. On passe maintenant à l'œil 2 dans un instant. C'est Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Bonjour. Sur ce plateau, vous êtes un habitué maintenant. Oh bah oui, mais j'aime toujours venir vous voir, toujours Merci, autant. Bonjour. Bonjour Benjamin, vous avez Bonjour. assisté hier pour nous à ces 3 auditions de la commission d'enquête dans l'affaire Benalla. Qu'en avez-vous retenu? Quelle est votre impression tout d'abord? Vous savez, je ne sais pas si cette affaire va ressortir comme une affaire d'État, une affaire dans l'État. En revanche, ça va probablement être un cas d'école en termes de sciences administratives. Parce que là, très clairement, Sciences administratives. on a des dysfonctionnements qui sont gigantesques. Et à tous les niveaux, au niveau de l'Élysée, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du Quai d'Orsay. Donc très clairement, on voit que cette commission d'enquête sénatoriale aujourd'hui met en lumière des choses qui normalement n'auraient pas dû se produire au niveau de l'administration. Des passeports dont on ne savait pas trop où ils étaient quand ils ont été utilisés, avec un ministre des Affaires étrangères qui est informé après coup, un ambassadeur qui visiblement ne trouve pas tout à fait utile de lui faire passer l'information au bon moment. Donc, si c'est la vérité. Si tout ça se confirme, en effet, il y a quand même au sein de l'État aujourd'hui des dysfonctionnements qui ne devraient pas se produire. Benjamin Morel, j'aimerais qu'on écoute Christophe Castaner, un extrait de l'audition du ministre de l'Intérieur. Hier, il était interrogé sur les rapports, les échanges entre Emmanuel Macron et Alexandre Benalla. Y a-t-il eu un message entre M. Macron et M. Alexandre Benalla? Je n'en sais strictement rien et je n'ai pas vocation à le savoir. J'ai lu dans la presse un certain nombre de choses comme vous, mais vous savez, on dit que le ministre de l'Intérieur est le premier flic de France et qu'il est très bien informé. Vous n'imaginez pas le nombre d'informations dont il ne dispose pas. Et elles sont importantes. Ça vous surprend ce que dit Christophe Castaner? Alors, sur le fond, oui. Sur la forme, on est quand même dans
la droite ligne de Gérard Collomb. On peut reconnaître au ministre de l'Intérieur une sorte de continuité sur cette ignorance et cette ignorance affichée de ce qui fait le fond de l'affaire par rapport à son prédécesseur. On voit très clairement que soit il y a en effet des dysfonctionnements fondamentaux au ministère de l'Intérieur, soit dans cette affaire, le ministère de l'Intérieur a été court-circuité par l'Élysée, auquel cas ça pose d'autres problèmes, notamment parce que l'Élysée n'a pas les moyens humains de gérer ce type d'affaires. Quand on écoute les révélations, les auditions d'hier, on en vient presque à se demander si cette commission d'enquête sénatoriale n'est pas en train de se substituer à la justice, ou en tout cas à une enquête policière. Alors, si vous voulez, depuis le début, on marche sur une ligne de crête. Depuis le début, on a des affaires judiciaires, parce que maintenant, de facto, il y en a plusieurs, et on a également des dysfonctionnements au sein de l'État que doit mettre en lumière la commission d'enquête sénatoriale. Pour l'instant, on voit que les sénateurs sont très prudents et qu'ils tentent de tenir cette ligne de crête, qu'ils tentent justement de s'intéresser à ce dont je parlais tout à l'heure, aux dysfonctionnements administratifs. Évidemment, il est toujours difficile de savoir est-ce que ces dysfonctionnements administratifs peuvent rentrer également dans le cadre de l'enquête. Merci beaucoup Benjamin Morel. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait d'une interview de Philippe Bas, le président de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Philippe Bas, votre bilan de ces 3 auditions sur ce deuxième volet de l'affaire Benalla sur les passeports diplomatiques, et notamment tout d'abord sur cette bombe qui a été lâchée par Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui a dit qu'Alexandre Benalla avait utilisé une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques entre le 1er août et le 31 décembre. À l'évidence, ces auditions étaient nécessaires. Et les informations nouvelles qui nous ont été données prouvent que l'action du Parlement, celle du Sénat en particulier, est utile pour que le pouvoir exécutif soit amené à prendre un certain nombre de décisions et à rendre compte au Parlement. Ceci, nous le faisons en vertu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous votons la loi, bien sûr, mais nous contrôlons aussi le fonctionnement de l'État. Et je crois, en effet, que ce que nous avons appris aujourd'hui, notamment l'utilisation pour 20 voyages de passeports diplomatiques, ce sont des informations très importantes qui renforcent encore les interrogations que nous avons sur ce qui a été fait par l'État pour qu'en licenciant M. Benalla, on le prive aussi de tous les attributs de son ancienne fonction, pour que le cordon ombilical entre M. Benalla et l'État soit rompu. Au fond, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si dès le 2 mai dernier, il avait été licencié. Il n'y aurait pas eu ce rebondissement de l'affaire Benalla si on avait été un peu plus proactif pour lui retirer ses titres de voyage dont on a... Effectivement, ça a pris énormément de temps, plusieurs mois pour lui retirer ses passeports diplomatiques notamment. Il y a les passeports diplomatiques et aussi les passeports de service, avons-nous appris. Ça fait beaucoup quand même de documents auxquels s'ajoute un téléphone crypté qui n'avait pas été rendu non plus et dont nous avons appris aujourd'hui que l'Élysée s'était assuré que ce téléphone crypté était devenu inutilisable et qu'il était désormais réclamé. On a appris autour du passeport de service qu'il avait été obtenu par un document peut-être falsifié. Je redis les mots de Patrick Stroda, c'est un monsieur qui a utilisé régulièrement des faux pour obtenir des titres officiels. Est-ce que vous sentez aussi que l'Élysée ne protège plus du tout Alexandre Benalla ? Mais je ne me prononce pas sur le point de savoir s'il est protégé ou non. J'essaye de rester factuel. Ce que je constate, c'est que il a été très difficile pour l'Élysée de se séparer de M. Benalla, et une fois que son contrat a été rompu, les attributs de sa fonction ne lui ont pas été aussitôt retirés, et dans les mois qui ont suivi, on ne s'est pas donné suffisamment de mal aux yeux de notre commission pour qu'il lui soit retiré, si bien qu'il a pu utiliser, apprend-on à de nombreuses reprises, ces passeports diplomatiques pour des voyages qui ont donné lieu à des entretiens avec des chefs d'État. Et on se demande pourquoi un chef d'État étranger reçoit M. Benalla avec des hommes d'affaires étrangers, alors que... Le président du Tchad. Et notamment le président du Tchad, alors que M. Benalla occupait des fonctions en apparence assez modestes à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on attend de lui à l'étranger ? C'est au-delà des pouvoirs de notre commission
que de se pencher là-dessus. Mais au fond, comme représentants de la nation, nous disons en conscience qu'on a le droit de s'inquiéter, de savoir pour la défense des intérêts fondamentaux de notre pays ce que peut dire un ancien collaborateur du président de la République dont on constate tous les comportements qui ont été décrits par le directeur de cabinet du président de la République, ce que peut dire cette personne à des chefs d'État étrangers qui défendent face à la France leurs propres intérêts. Une toute dernière question. Alexandre Benalla avait déjà été interrogé sur les passeports diplomatiques. Il a dit qu'il les avait laissés dans son bureau et que c'est seulement plus tard qu'un agent de l'Élysée les lui aurait rendus. D'évidence, c'est contredit par ce qui a été dit aujourd'hui. Est-ce que pour vous, vous jugez qu'il y a parjure? Est-ce qu'il faut saisir la justice sur ce point? Je ne me prononcerai pas sur ce point avant d'avoir entendu M. Benalla. J'ai besoin d'expliquer. Une contradiction très claire. Mais la contradiction est évidente. Il y a d'autres contradictions dans ce dossier, vous le savez bien. Mais celle-là est particulièrement visible. Et nous attendons des explications ou une rétractation. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à mes questions. Voilà, dans un instant, le face-à-face, la deuxième interview politique de cette émission. Bonjour Maryse Carrère, vous êtes sénatrice RDSE des Hautes-Pyrénées. Vous êtes invitée du face-à-face de Saveria ce matin. Et Maryse Carrère, vous êtes également membre de la commission des lois, de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Vous avez donc assisté hier à toute cet après-midi d'audition. Qu'en avez-vous pensé, qu'en avez-vous retenu ? J'ai retenu que on a eu quand même des révélations assez surprenantes et cette commission d'enquête ne pouvait pas faire autrement que de poursuivre ces auditions, puisque nous sommes encore en commission d'enquête jusqu'au 23 janvier. Donc, vu les rebondissements de cette affaire, on n'avait pas d'autre moyen que de faire ces auditions. Et ces auditions nous ont révélé quand même des dysfonctionnements sur cette affaire. Justement, en tant qu'élu, vous êtes choqué par ce que vous avez appris lors de ces auditions, notamment sur le fonctionnement de l'Élysée. Alors ça, c'est la commission d'enquête qui le déterminera et je fais confiance pleinement aux rapporteurs et aux deux rapporteurs et au président de la commission. La commission d'enquête est faite pour déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements, quel correctif on peut apporter à ces dysfonctionnements. Aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer sur Est-ce que vous avez le sentiment que l'Élysée est dépassée dans cette affaire ? Je pense qu'elle est dépassée par rapport au comportement d'un personnage, un comportement atypique qui pose des problèmes de déontologie. Le fait qu'il ait pu utiliser 4 passeports, on a découvert ça hier, après avoir été licencié. Vous allez justement lui poser la question, puisque Alexandre Benalla sera auditionné lundi prochain. Vous allez lui poser cette question-là ? Alors, on sera nombreux, je pense, à poser des questions. Vous savez, ça va vite. Alors c'est vrai qu'on laisse plutôt faire le travail aux rapporteurs et au président. Et après, comme le temps est restreint, je ne sais pas si je pourrais lui poser directement cette question, mais c'est clair que ces questions lui seront posées pour faire vraiment la lumière sur tout ce qu'il a pu faire et quelle était la nature de son travail et de ses missions à l'étranger lorsqu'il est parti, puisqu'on nous a quand même signifié qu'il était parti plus de 20 fois en utilisant ses passeports diplomatiques. Maryse Carrère, l'autre grande actualité aujourd'hui au Sénat, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui va s'exprimer longuement ce matin dans une conférence de presse. Le président du Sénat qui compte bien défendre l'institution, alors que dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron évoque une transformation du Sénat. Je vous propose de regarder ce sujet de Jérôme Rabier. Ce n'est pas un sujet aussi médiatique que l'ISF ou les quotas d'immigration, mais un passage de la lettre d'Emmanuel Macron ne passe pas auprès des sénateurs et pour cause, il les concerne au premier chef. Le chef de l'État interroge les Français sur le rôle et l'avenir de la Chambre haute en ces termes. Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? Faut-il les transformer et comment ? Une formulation qui met le feu aux poudres au Sénat, qui dénonce un pare-feu face à l'impopularité de l'exécutif. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron veut détourner la colère ou le sentiment d'injustice qui traverse la France, qui occupe beaucoup de Français,
si possible, contre tout le monde sauf lui. Si le président de la République veut remettre en cause le mode d'élection ou le fonctionnement du Parlement, alors nous n'avons pas de raison de ne pas remettre en cause le mode d'élection et le fonctionnement de l'exécutif. Un affrontement avec en toile de fond la réforme des institutions mise en pause depuis juillet dernier. Pour Emmanuel Macron, elle devait réduire d'un tiers le nombre de parlementaires dans les deux chambres. Un point parmi d'autres sur lequel le Sénat s'oppose. Autre sujet de tension entre le Palais du Luxembourg et l'Élysée, les investigations de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla qui reprennent et viennent percuter le lancement du grand débat national lancé par Emmanuel Macron. Le Sénat, majoritairement de droite, se veut sur de nombreux sujets un lieu de contre-pouvoir vigilant de l'action de l'exécutif, au risque de s'attirer les foudres de l'Élysée. Maryse Carrère, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a un problème avec le Sénat, qu'il juge que le Sénat est trop indépendant ? Je ne sais pas s'il a un problème avec le Sénat. En tout cas, le fait qu'il ait présenté dans son courrier aux Français le Sénat comme en parallèle du CESE, c'est problématique. Le Sénat est une assemblée élue par des grands électeurs, par les électeurs des territoires, les maires, et c'est une assemblée parlementaire, au même titre que l'Assemblée nationale. Donc le mettre sur le même plan que le CESE, c'est pour nous problématique, ça nous a choqués, effectivement. Je ne sais pas quelles sont ses intentions sur la modification du Sénat. En tout cas, moi, ça fait 1 an et demi que je suis élue dans cette chambre et je trouve qu'elle remplit un rôle majeur en tant que défense des territoires. Elle n'est pas suffisamment écoutée, je pense, aussi, et c'est dommage. Mais en tout cas, on a la chance dans ce pays d'avoir 2 assemblées démocratiques qui défendent d'un côté les citoyens, de l'autre côté les territoires. Je pense qu'on a tout intérêt à préserver ce système de la Ve République. Justement, sur le rôle du Sénat, sur ce travail du Sénat, je voudrais qu'on évoque un texte. Vous êtes le rapporteur de cette proposition de loi qui a été adoptée hier en commission, qui vise à assurer une plus juste représentation, on en parle, des territoires, des petites communes, au sein des conseils communautaires. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire de quoi il s'agit ? Alors c'est une proposition de loi qui a été faite par nos collègues du groupe socialiste et républicain et Jean-Pierre Sueur. Aussi un travail de co-construction entre la gauche, la droite et votre groupe, le RDSE. Quand il s'agit des collectivités, le Sénat sait travailler ensemble pour apporter les meilleures solutions au territoire. Mais quel est l'objet de ce texte précisément ? Alors l'objet de ce texte, il est basique, il est très, très compliqué techniquement. Aujourd'hui, les collectivités... On va essayer de faire simple. Les communes sont représentées dans leur intercommunalité selon une règle mathématique qui est la proportionnelle au plus fort reste. Donc ça assure une grosse représentativité des grosses communes. Les petites communes sont préservées parce qu'elles ont l'assurance d'avoir au moins un siège dans cette intercommunalité. Il y avait un souci sur les communes moyennes. Voilà. Cette PPL essaie de rééquilibrer et de faire que chaque commune dans son intercommunalité soit au mieux représentée en fonction de sa population. Je lisais une interview que vous avez donnée. Les communes sont une richesse démocratique, c'est une vraie démocratie de proximité. C'est des mots qui résonnent particulièrement en ce moment, notamment avec la crise des Gilets jaunes. Tout à fait. Aujourd'hui, ce n'est pas innocent si les citoyens reconnaissent le maire comme l'élu politique le plus aimé en France. Bon, c'est que cette proximité, il ne faut pas la perdre. C'est une richesse démocratique et en fait, je pense qu'on les a un petit peu oubliés aussi. On les a bouleversés et bousculés. Merci Maryse Carrère, sénatrice RDSE des Hautes-Pyrénées. Il y a de la neige dans les Pyrénées ? Il y a de la neige. Le produit ski est très très bon grâce à la neige artificielle notamment. Donc je vous engage à venir skier dans les Hautes-Pyrénées. C'est nos plans avec Saveria. Je prends rendez-vous avec vous sans problème. Merci. Merci beaucoup. À l'agenda, il s'en passe des choses au Sénat Saveria. Très dense. Grosse journée, très dense journée aujourd'hui au Sénat. À 10h, il faudra suivre l'audition de l'Association des maires ruraux de France devant la délégation aux collectivités territoriales. Une audition sur les questions relatives à ces collectivités évoquées justement dans les cahiers de doléances réunis
par cette association des maires ruraux de France. Tout ça, bien sûr, dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes. À 11h, on vient d'en parler, la conférence de presse de Gérard Larcher, le président du Sénat. Une conférence de presse devant l'association des journalistes parlementaires. L'occasion, bien sûr, de rappeler le contexte particulier, notamment avec l'affaire de cette commission d'enquête Benalla. Et puis à 15h, les questions d'actualité au gouvernement que vous pourrez bien sûr suivre comme chaque semaine en direct et en intégralité sur notre antenne. Oui, j'allais dire, vous restez sur Public Sénat, c'est le jour ou jamais pour y être. Toute la journée. Et vous savez rien, Toute bien la sûr, journée. vous suivez de très près toute cette actualité parlementaire au Sénat. On passe tout de suite aux une de la presse quotidienne régionale ce matin, dans un instant. On démarre avec le Brexit qui est à la une du Télégramme de Brest ce matin, Saveria. Les régions limitrophes sont inquiètes. La Bretagne se prépare au pire. Les acteurs économiques bretons craignent un Brexit dur alors qu'on se dirige de plus en plus vers un no deal. Les entreprises bretonnes qui commercent avec le Royaume-Uni depuis quelques mois se préparent à toutes les options pour essayer d'amortir le choc. Les services des douanes ont donc organisé des rencontres. Le but, aider les entreprises exportatrices à démêler les aspects réglementaires qui découleraient d'un Brexit dur. Pour les exportations bretonnes, le Royaume-Uni, c'est le 3e partenaire le plus important. La Côte d'Azur est touchée par la grippe. Évidemment, c'est à la une de Nice ce matin. Voilà, la grippe qui fait ses premières victimes en France, une région qui est particulièrement donc touchée par l'épidémie. Sur les 9 personnes décédées dans l'Hexagone, 2 sont originaires du Sud-Est, Nice Matin, qui donne des conseils pour se protéger, se laver fréquemment les mains, éternuer dans son coude plutôt que dans ses mains, porter un masque jetable. Quand on a un syndrome grippal, en particulier quand on est en contact avec des personnes fragiles, des personnes âgées ou des jeunes enfants. Voilà, la une de la Voix du Nord, c'est la réforme du lycée ce matin. Le nouveau bac entrera en vigueur en 2021. D'ici là, le lycée se transforme en commençant par l'introduction des spécialités à la rentrée 2019. Plusieurs syndicats lycéens enseignants appellent à une journée nationale d'action aujourd'hui pour préparer une grève massive, cette fois-ci le 24 janvier. Objectif, se mobiliser contre les réformes en cours, celle du lycée, celle du bac, Parcoursup. Du côté des lycéens, des blocages sont prévus, notamment au lycée Saint-Rémy de Roubaix, par exemple, au cœur des revendications. Les inégalités entre lycées et entre territoires, selon le vice-président de l'Union nationale lycéenne, Mathieu de Vlaminck. Inégalité du diplôme également, avec l'instauration du contrôle continu au bac. Le diplôme n'aura plus la même valeur selon que l'on l'a obtenu dans un lycée coté ou pas, explique donc Mathieu de Vlaminck. Voilà, le service national, le retour. Au fond, c'est à la une de l'Ardennais ce matin. Voilà, le service national a laissé. Les Ardennes font partie des 13 départements qui vont expérimenter dès cette année le nouveau service national universel obligatoire pour les jeunes des 16 ans. Il va durer un mois. La première promotion de jeunes de 16 ans sera constituée uniquement de volontaires. Il y en aura 200 dans chaque département pilote et ça commencera en juin prochain. Merci beaucoup, Saveria. Vous retrouvez évidemment demain et puis toute la journée, vous allez suivre tout ce qui va se passer avec cette affaire Benalla, entre autres, et la conférence de presse de Gérard Larcher qui a lieu ce matin. En direct sur notre antenne dès 11h ce matin. Voilà, et Ouest France, on termine par eux. Oui. Ce sont les services publics qui se dégradent. Jacques Toubon, le défenseur des droits, publie un rapport dans lequel il s'inquiète des effets de la dématérialisation des services publics d'ici 2022. Cette dématérialisation pourrait créer des inégalités d'accès entre les citoyens. Il pointe même certaines dérives dans le passage progressif au tout numérique qui se traduit pour beaucoup d'usagers par un véritable recul de l'accès aux droits. Exemple, un homme radié de Pôle emploi après 2 rendez-vous manqués avec son conseiller. Or, Monsieur X, il réside dans un secteur qualifié de zone blanche. Il n'a jamais reçu à temps les emails de convocation et les SMS sur son téléphone portable. Principale recommandation de Jacques Toubon, conserver une alternative qui ne soit pas justement uniquement dématérialisée. Alors, on rappelle les rendez-vous de la chaîne. Aujourd'hui, il faut rester sur Public Sénat. L'actualité se fait ici. 11h, conférence de presse de Gérard Larcher à suivre en direct et en intégralité. Et puis 15h, les questions d'actualité au gouvernement également en direct et en intégralité sur notre antenne. Canal 13 de la TNT. Demain, c'est Éric Coquerel, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui sera notre invité politique sur ce plateau.
On vous remercie de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et on se retrouve évidemment demain à la même heure. Dans un instant, c'est la météo des territoires de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique, des Caraïbes. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, juste après, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques et les autres matinales d'infos ce matin chez les confrères. Merci à tous. À Très demain. bonne journée. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Oui, c'est passé quelque chose hier soir. C'était long, mais c'était bien. C'était long, mais c'était bien. C'était bien parce que c'était libre, que les maires ont pu poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Je n'ai pas le souvenir d'un tel exercice, aussi long, aussi direct, aussi en direct. Et je pense d'une certaine façon, monsieur le député, que nos concitoyens ont constaté qu'il y avait un véritable échange. Hier, on a observé, je crois, l'ouverture d'un réel acte 2 du quinquennat. Et ce travail d'écoute va nous permettre d'écrire aussi la suite de ce récit national. Sur la forme, on va être très clair, c'était un exercice réussi. Le problème, c'est que ça ne sera pas l'exercice du grand débat. Parce que dans le grand débat, ça ne sera pas des élus triés sur le volet en face de lui, ça sera des gilets jaunes qui vont exprimer des colères, des inquiétudes, des interrogations. Son parcours le pousse à être assez bon dans cet exercice, mais je ne suis quand même pas dupe de l'opération de communication que représente cet exercice, où les maires, on leur a demandé de mettre l'écharpe tricolore parce qu'il est important de montrer que le président de la République est entouré d'élus au moment où il est extrêmement contesté. C'est une supercherie et je n'ai pas l'intention de la cautionner. C'est la troisième fois que M. Macron nous fait le coup du grand débat. Il a d'abord fait le grand débat sur les Outre-mer. Il ne s'est strictement rien passé, sinon la plus grande insurrection citoyenne qu'on ait vue depuis 30 ans à La Réunion. Ensuite, il y a eu le grand débat sur l'Europe, annoncé à son de pompe. On devait en avoir de tous les côtés. Personne ne s'en souvient. Est-ce que c'est un débat qui a vocation à répondre à la crise des Gilets jaunes? Bon, au-delà du fait qu'on a demandé aux maires d'envoyer leurs questions à l'avance, etc. Vous êtes sûr, ça? Vous êtes sûr? Oui, enfin, c'est ce qu'ont écrit un certain nombre de vos confrères. J'ajoute qu'il avait un deuxième atout, c'est que les gens qui posaient des questions n'avaient pas de droit de suite. Vous êtes journaliste, vous savez très bien que le droit de suite permet d'approfondir une question. Et là, il y a eu des réponses circonstanciées, mais qui, très honnêtement, n'étaient pas les réponses d'un débat. L'important dans le débat, c'est pas la communication, c'est pas l'agitation. Le dialogue, c'est de l'agitation pour vous. Il faut qu'à la sortie, je pensais au revirement, aux provocations un peu du président de la République, au show médiatique. On n'est pas dans un show. Sa force de conviction, son dynamisme, moi, ne m'étonne pas. 7 heures, c'est un record, c'est une performance intellectuelle et physique. Simplement, mon interrogation, c'est que nous avons vu hier presque un candidat à sa succession à la présidence de la République.